Salut à tous et bienvenue dans votre premier cours d'espéranto dans Minecraft. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que l'espéranto? Eh bien, c'est une langue auxiliaire internationale qui n'est raccrochée à aucun pays, qui donc n'est dépendant d'aucun système politique ou économique. De ce fait, eh bien, l'espéranto est exempt de tout type de conflit d'intérêts possible et imaginable. De plus, l'espéranto est une langue d'essence humaniste. Alors, que peut-on ajouter à cela? Eh bien, quel est le créateur? Eh bien, c'est un médecin ophtalmologiste polonais qui se nomme Ludwig Leiser Zamenhof et qui a publié sa première version de l'espéranto en 1887 dans un petit livret nommé Lingvo Internatia, si je ne dis pas de bêtises. Ça veut dire langue internationale. Voilà. Alors pourquoi ce nom d'espéranto? Eh bien tout simplement parce que son créateur, donc Ludwig Leiser Zamenhof, avait choisi comme pseudonyme Doctoro Esperanto. Donc le mot espéranto est resté. Je n'irai pas plus loin dans ce qui touche à l'histoire de l'espéranto. Il y a un youtubeur qui se nomme Linguistique ou Linguisticae, je ne sais pas comment le prononcer, qui a fait une série à ce sujet, donc des vidéos qui retracent l'histoire et la nature de l'espéranto. Et je vous partagerai bien entendu le lien de cette série dans la description de ma vidéo. Voilà qui est dit en ce qui concerne vraiment l'essentiel de l'espéranto. Ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter? Eh bien, l'espéranto, si on devait le définir, si on devait définir son mécanisme, eh bien, c'est une langue dite agglutinante, c'est-à-dire qui fonctionne un peu comme un Lego. Alors, pour faire simple, c'est un système dans lequel les mots se constituent comme suit. On a un radical, donc que j'ai représenté en marron parce que ça représente un peu comme une racine d'arbre. Donc le radical, c'est le sens premier, le sens général du mot, le sens principal. Et ensuite, eh bien, on peut y ajouter donc à ce radical eh bien, soit des préfixes, comme par exemple mal, ou des suffixes comme ul, enfin plus, il faut que je le prononce autrement, ul ou ei. Voilà. Et les préfixes et suffixes, on nomme généralement ça des affixes. C'est pour la petite note. Voilà, donc on a le radical, un préfixe, deux suffixes et une ou des terminaisons, parce qu'on peut avoir plusieurs terminaisons, mais je vous développerai ça dans une autre vidéo, dans la seconde vidéo je pense. Voilà. Alors désolé, hein, je réfléchis en même temps que je vous présente tout cela parce que ça n'est pas forcément évident à synthétiser. Alors, maintenant ce que l'on peut faire, eh bien c'est par exemple tenter de comprendre ce mot qui a l'air compliqué à première vue mais qui ne l'est pas du tout. Parce que c'est tout le principe de l'espéranto, c'est un jeu de Lego qui vous permet à partir du moment où vous connaissez un certain nombre de radicaux et un certain nombre d'affixes, eh bien d'apprendre et de comprendre très rapidement de nouveaux mots en espéranto. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On a san. San, ça a à voir avec la santé. C'est un radical pour la santé. Ensuite, on a mal, qui représente le contraire de quelque chose. Donc le contraire de ce qui est en bonne santé, eh bien c'est quelque chose qui est en mauvaise santé. Ensuite, on a ul, qui est un suffixe qui représente un individu. Ensuite, on a ei, qui représente un lieu, et on a la terminaison o pour les noms. Donc qu'est-ce qu'on a au final si on traduit? On a donc un mot, un nom, qui représente un endroit qui accueille des individus qui
sont en mauvaise santé. Et ce type de lieu, on appelle ça des hôpitaux, en français. Donc vous voyez que c'est un mécanisme tout à fait logique. Donc j'ai voulu commencer par ça parce que j'ai trouvé que c'était une belle démonstration de ce que permet de faire l'espéranto. Et en somme, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Eh bien tout simplement que vous n'aurez pas à apprendre une multitude de nouveaux mots. Vous n'aurez qu'à vous baser sur les, les connaissances que vous avez en termes de radicaux et en termes d'affixes. Et ça vous suffira à très rapidement intégrer la langue espéranto. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a des sons particuliers à cette langue. Il y a aussi, bien entendu, un alphabet également particulier. Et cet alphabet, on va le réciter ensemble pour connaître les sons de l'espéranto. Donc allons-y. Donc on a A. Ah oui, petite note. Quand on veut réciter les consonnes de l'espéranto, on met toujours un O à la fin à l'oral. Donc ça donne A, Bo, Tso, Cho, Do, E, Fo, Go, Jo, Ho, comme le H aspiré en anglais, si je dis pas de bêtises, ou dans d'autres langues, Ro, donc comme la rota en espagnol, c'est un son en fond de gorge, un R en fond de gorge, donc Ro, I, Yo, donc comme dans yogourt par exemple, donc Yo, Jo, comme dans jardin, Ko, Lo, Mo, No, O, Po. Alors là, le R, on peut le prononcer de trois manières. Soit Ro, comme en français, soit Ro, comme par exemple en japonais, ou Ro, comme en espagnol, ou encore Ro en américain, ou encore dans d'autres sonorités. L'un dans l'autre, vous pouvez le prononcer comme vous le voulez. En général, on le roule. Moi, je le roule entre le RE et le RE. Mais vous pouvez vous simplifier la tâche en le prononçant RE. Ensuite, on a So, Cho, To, Ou, et pas U, c'est bien Ou, Wo, donc c'est un peu comme un W avec un O derrière. Donc Wo, Vo et Zo. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas les lettres W, X, Q, W, X et Y, oui c'est ça. Eh bien simplement parce que on n'a pas besoin de ces lettres en espéranto. On peut les utiliser si on veut écrire un nom dans la langue d'origine que vous voulez mentionner. Sinon, on ne les utilise pas. Néanmoins, il y a la lettre X, peut être utilisée comme un joker. Alors je vais y arriver, je balbutie. Je vais vous expliquer ça. Alors en espéranto, comme vous aurez pu le remarquer, on a des lettres accentuées, donc avec soit des accents circonflexes, soit une brève comme pour le wo. Parce que l'accent ici se nomme une brève. Bref, donc pour ces accents qu'on ne peut pas taper sur nos claviers classiques, eh bien il y a des alternatives qui vous permettent quand même d'écrire les mots en espéranto malgré qu'on n'ait pas ces fameuses lettres. Alors, exemple, imaginons que je veux écrire la lettre Cho. Bien, l'équivalent pour cette lettre, alors je vous demande un petit instant, give up, voilà, je vais prendre, donc, voilà, tac, l'équivalent pour cette lettre, eh bien c'est tout simplement le C avec soit le X, donc le C et le X donnent Cho, l'équivalent de cette lettre-là, ou alors il y en a d'autres qui préfèrent le H. Moi je ne suis pas fan parce que le H est déjà utilisé en espéranto, mais vous pouvez tout à fait faire ça. Ça remplacera la lettre Ch. Voilà à quoi ça sert. Alors je fais vraiment du mieux que je peux parce que je n'ai pas de texte préparé, c'est tout à l'improvisation, et de temps en temps ma langue fourche quelque peu.
Bref, donc là, vous avez découvert la prononciation des lettres en espéranto. Il faut savoir qu'en espéranto, une lettre est égale à un son, et un son, une lettre. C'est-à-dire que le son d'une lettre, qu'il s'agisse d'une consonne ou d'une voyelle, ne change jamais, peu importe la construction du mot. Les sons demeurent toujours les mêmes. Et donc de ce fait, vous comprendrez obligatoirement un mot lorsqu'il est prononcé en espéranto, et peu importe que ce soit un américain, un français, un allemand ou un espagnol qui le prononce. Voilà, donc on va avancer. Ici on voit que j'ai mis des lettres en orange. Alors pourquoi? Eh bien c'est pour souligner l'accent tonique en espéranto qui se situe sur l'avant-dernière syllabe des mots. Donc là vous voyez par exemple qu'on a 3 syllabes. On a sa, lou et ton. Donc sur l'avant-dernière, je mets l'accent tonique. Ici, bonne, v, non. L'avant-dernière syllabe est ici, sur le v. D'où la couleur orange. Donc ça donne, lorsqu'on le prononce, saluton. Et bonne v, non. C'est toujours comme ça en espéranto. Donc au passage, saluton, eh bien, vous l'aurez sans doute deviné, ça veut dire salut en espéranto, ou bonjour, hein, c'est à peu près pareil. Et bonvenon, eh bien ça veut tout simplement dire bienvenue. Voilà. Alors, pardon, vous pouvez vous arrêter là si, si ça représente déjà beaucoup de choses pour vous, et passer à la future vidéo qui abordera les terminaisons. Ou alors, vous pouvez poursuivre avec moi pour découvrir une autre particularité de l'espéranto, qui existe aussi dans d'autres langues. Il s'agit des diphtongues. Alors, en espéranto, nous avons 6 diphtongues. Donc 1, 2, 3, donc ai, oi, ei. 4, 5, 6, oi, ao, eu. Alors, les diphtongues, qu'est-ce que c'est déjà? Alors j'ai regardé sur internet parce que moi je ne suis pas linguiste, mais je me suis renseigné. Alors, en somme, une diphtongue, eh bien, c'est une voyelle complexe. Et là, dans notre cas de figure, eh bien, c'est une voyelle qui est composée d'une voyelle simple A et d'une semi-voyelle ye. Hein, rappelez-vous, ça se dit yo, donc aïe. Donc une semi-voyelle, c'est entre la consonne et la voyelle, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, voyelle plus semi-voyelle égale diphtongue. Voilà. Donc, bien, j'ai trouvé quelques exemples de mots qui les utilisent. Donc, par exemple, on a semaino. Et semaino, ça veut tout simplement dire semaine. Donc là, j'ai mis en violet les diphtongues là où je les utilise. Ensuite, on a mayo. Donc, mayo, hein, pour, si on le prononce bien. Donc là, on pourrait se demander pourquoi est-ce que j'ai réécrit ces mots en colorant en orange certaines de ces lettres. Eh bien, c'est pour vous parler d'une petite règle concernant les diphtongues. Alors, si la semi-voyelle ye de notre diphtongue aïe est suivie d'un o, alors la diphtongue aïe est scindée en deux parties. C'est-à-dire que la voyelle simple a de la diphtongue appartient désormais à la syllabe ma, et la semi-voyelle de notre diphtongue, la semi-voyelle ye, eh bien, prend le rôle d'une consonne simple, pour accompagner le O qui suit. Donc comme on peut voir, comme on l'aura compris, en violet, je souligne les diphtongues, et en orange, l'accent tonique, qu'on a déjà abordé tout à l'heure, et qui se situe bien sur l'avant-dernière syllabe de nos mots. Donc là, on a c'est maino, et là, maio. Donc on a bien compris que une diphtongue ne représente pas l'accent tonique. Elle peut en faire partie en totalité ou en partie. Voilà, je fais vraiment du mieux que je peux, c'est pas une chose très simple à expliquer. Donc j'espère que vous aurez saisi. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai écrit d'autres mots. Excusez-moi, il faut que je tousse un instant. Hein.
Voilà, on ne prévoit pas ce qui arrive en cours de vidéo. Bref, rien de bien grave. Alors, là on a la diphtongue oi que j'utilise par exemple dans le verbe voyagi. Donc, voyagi, ça se prononce comme ça. Et là déjà, vous aurez pu noter qu'un nom en espéranto se finit par O et un verbe par I. Mais ça, c'est une chose qu'on développera plus tard. Donc on a une autre diphtongue, ei, comme dans l'Erneo. Donc l'Erneo, eh bien, c'est une école. Alors là, je peux déjà donc souligner que le ei, eh bien, ça a à voir avec un lieu. On l'a déjà vu là-haut tout à l'heure, hein, ei, pour un hôpital. Eh bien là, on le réutilise dans le mot l'Erneo pour parler d'un lieu où on apprend. Donc learn, du verbe lerni, ça vient de to learn en anglais. Donc un endroit où on apprend, pardon, eh bien c'est une école. Bon, là, c'est à la fois donc un suffixe qui souligne un lieu, mais c'est également une diphtongue dans le cas présent. Et on va terminer avec trois autres exemples. Alors excusez-moi parce que j'ai le clavier qui fait ce qu'il veut. Voilà. Donc là on a ouille comme dans monuyo. Et là encore une fois, ouille, ça n'est pas seulement une diphtongue, c'est également un suffixe en espéranto qui souligne un contenant total. Et mon, ça a à voir avec de la monnaie. Donc là on a un nom qui représente donc un contenant total pour de la monnaie, et donc eh bien, monuyo, c'est tout simplement un porte-monnaie. Voilà. Mais là aujourd'hui, on s'attache vraiment à présenter des exemples de diphtongues. Ensuite, on a ao, comme dans antaoe. Donc là, l'accent tonique est sur le ta, si vous avez bien suivi les règles que j'ai énoncées tout à l'heure. Donc ça donne antaoe. Excusez-moi, j'ai du mal. Antaoe. Voilà. Alors là, j'ai peut-être quelques difficultés dans la vidéo, mais c'est parce que il faut que je réfléchisse en même temps que de vous présenter le contenu, mais en général, ça sort tout seul. Hein. Et la dernière diphtongue, eh bien, on l'utilise dans le mot Europo. Donc là, on voit que la diphtongue est au départ, alors que dans les autres, non. Et que l'accent tonique, lui, se trouve sur le ro. Donc on peut même le colorer. Attendez, il faut que je recommence. Là. Voilà, donc là on a Europo. Voilà, alors j'espère ne rien oublier. J'ai abordé un maximum de choses, alors peut-être un petit peu dans le désordre. Mais ce que je vous conseille de retenir surtout, c'est ce que j'ai abordé ici, dans cette partie-ci, à savoir donc comment on prononce l'espéranto, connaître où se situe l'accent tonique, donc sur l'avant-dernière syllabe d'un mot, et ensuite quel est le mécanisme principal de la langue espéranto. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un principe d'agglutination, donc une combinaison de plusieurs parties de mots qui en forment un seul, grâce à un radical, à des préfixes, des suffixes et des terminaisons. Voilà, donc j'espère que pour une première vidéo, ça vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop confus. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez aimé, je poursuivrai cette série. J'espère de manière concise et je cherche le mot, et limpide. Voilà. Allez, je vous dis merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo et peut-être à bientôt.